OK, on vient de terminer un atelier participatif, qui a eu lieu, il y a quelques instants et on passe à la deuxième partie de l'événement qui est la table ronde. Donc bienvenue à toutes et à tous, ici au campus ceux qui sont au campus numérique de Lons-le-Saunier dans le Jura et ceux qui sont à distance également. C'est un événement qui a été organisé avec 3 partenaires. On a donc le campus numérique qui nous accueille ici et puis, Orange, et également, Practice qui est une plateforme d'ateliers à distance sur l'entreprise de demain. Donc c'est une plateforme que j'ai créée il y a 3 ans et la relation avec, Orange a commencé, l'année dernière quand j'ai été sélectionnée en tant que femme entrepreneuse. Et donc c'est notre deuxième événement qu'on organise ici ensemble au campus numérique. Et donc qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Je reprends mes petits papiers. Eh bien, j'aimerais, justement proposer à Cyprien Mathéos, qui est délégué régional pour Orange, de venir se présenter et puis, venir dire un petit mot au nom d'Orange, si tu veux bien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça va pas être trop long. Donc, Orange étant très, très local, et la preuve, c'est qu'on est partenaire avec le campus numérique depuis déjà 2, 3 ans, je sais plus, 2 ans. Donc, on essaie de porter un petit peu l'animation avec le campus de temps en temps, et ça fait en effet le deuxième événement que l'on propose. On espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre après. En tout cas, c'est toujours une joie d'organiser ce type d'événement parce qu'on a besoin de rencontrer, de parler sur des sujets comme celui de ce soir. Et puis, je pense que enfin, j'espère que ça va apporter quelques idées à certains qui vont nous écouter. Enfin, voilà, je ne veux pas être plus long. Merci à Valdi qui va animer cet événement. Merci aux intervenants là, qui ont bien voulu prêter leur voix et puis leur expérience et leur expérimentation qu'ils ont pu faire pendant cette crise. Et puis, évidemment, merci à Éclat et au campus numérique de nous recevoir pour cet événement. Merci. Et bah, justement, on est au campus numérique, de Lons-le-Saunier et Myriam Eliassa est la directrice depuis 2019, je crois. Donc est-ce que tu pourrais venir nous dire un petit mot sur toi et sur le campus? Oui, bien sûr, bonjour à toutes et à tous, bonjour aussi à ceux qui sont connectés. Un salut spécial aux étudiants du campus connecté qui, suivent cet atelier. Vous ne les voyez pas, mais ils sont attentifs puisque nous sommes, un lieu d'inclusion et de médiation. Nous accompagnons les porteurs de projets pour, favoriser leur volonté d'entreprendre dans la vie, mais on accompagne aussi des personnes qui suivent, des études ou qui se souhaitent, se réorienter. Donc le campus numérique, comme ça a été mentionné auparavant, a été inauguré en novembre 2019. 2 ans d'existence, plein de projets en cours et puis nous nous réjouissons aussi de ce partenariat avec le groupe Orange et particulièrement, le partenariat aussi avec Practice et je vous souhaite une belle table ronde. Merci Myriam et merci à votre équipe pour l'accueil. Il fait très chaud ici au campus, on est bien. Même si dehors il y a beaucoup de brouillard, là on se sent, bien. C'est très chaleureux, c'est très intime, et ça va permettre d'avoir des échanges, intéressants en deuxième partie. Donc l'intention pour nous, la raison pour laquelle on a voulu créer cet événement, c'était de permettre un temps d'échange, un temps de prise de recul sur ces 18 mois à peu près de crise voilà, qui sont une crise collective qui nous avec des éléments qui viennent de l'extérieur et qui nous invitent à nous transformer, à nous réinventer, à réagir. Et donc, avoir un moment pour échanger, pour se dire: «Bah, OK, bravo, j'ai réussi, j'ai appris ça et bravo à moi et à nous collectivement». Donc la table ronde, elle va se dérouler en plusieurs parties. La première, chacune des entreprises et le représentant qui est venu va pouvoir, témoigner, va pouvoir partager, son expérience, comment ça s'est vécu, pour lui et au sein de son organisation. Ensuite, on aura un temps, où on a pu préparer, donc on abordera certains axes un peu plus précis autour des défis, des forces qui ont permis de dépasser la crise et ensuite, les apprentissages qui ont pu être observés.
Et enfin, il y aura un temps de questions-réponses. Les questions pourront se faire soit via le chat, peut-être qu'on essaiera d'activer les micros pour ceux qui sont à distance, et bien sûr, ceux qui sont ici en présentiel pourront poser des questions aux intervenants. Donc, j'aimerais à présent vous présenter les 4 entreprises déjà, 4 entreprises qui vont pouvoir s'exprimer aujourd'hui. On les a choisis, des entreprises qui sont en Bourgogne-Franche-Comté, dont 3 qui sont même à côté ou à Lons-le-Saunier. On a ici, en commençant par la droite, donc Hervé Petot, directeur des achats de Bonglais. Ensuite, on a Christophe Clerc, vice-président de Delphingen, Louis Fumet, qui est président de FNB, et puis Bruno Caron, qui est directeur des ressources humaines de V33. Et on a aussi à distance, vous avez pu voir peut-être Isabelle Tisse-Saint-Jean, qui est professeure à l'Université de Paris-Nord. Et on lui a proposé de venir aujourd'hui pour qu'elle puisse apporter un œil extérieur, une analyse, un autre point de vue sur la crise et sur les transformations que l'on vit en entreprise et aussi dans notre société. Et justement, j'aimerais beaucoup commencer par Isabelle, si tu pouvais commencer par t'exprimer, déjà te présenter et puis nous apporter déjà une première analyse sur cette crise. La présentation est rapide, hein, vous avez tout dit. Et donc, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir organisé ça, saluer les étudiants et tous les participants, avec un petit salut particulier à Myriam. Et puis, je vais essayer de relever le défi que vous m'avez donné, c'est-à-dire en moins de 3 minutes, de dresser un petit peu le tableau général. La première chose, si on prend un peu de recul, c'est que ce phénomène, cet épisode qu'on a vécu, et ce que nous, les économistes, on qualifie dans une opposition entre risque et incertitude, d'incertitude. C'est vraiment un événement. La différence, c'est le risque, c'est probabilisable. L'incertitude, ça l'est pas. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors évidemment, quand on est dans un phénomène de cet ordre-là, tous les repères, ou une grande partie des repères, disparaissent. Hein, donc il y a une espèce de vraiment face à ça, et je pense qu'on l'a tous vécu, une espèce de sidération, mais les économistes l'ont vécu aussi. Moi, je dois dire que je me souviens, je regardais les choses et je voyais des choses, je me disais, mais on n'a jamais vu ça, c'est pas possible, je ne comprends plus rien, tous les repères ont disparu, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, quand on regarde rétrospectivement, oui, il s'est passé des choses absolument historiques, et je vais en donner 2-3 sans être trop longue parce que j'aurai pas le temps. Ça, c'est première chose, de l'incertitude. De l'incertitude, mais en même temps, je vais dire exactement le contraire, c'est aussi du risque, parce que ça fait quand même plusieurs décennies que les scientifiques spécialistes de la biodiversité, un groupement, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES, fait des rapports dans lesquels ils nous disent « Attention, étant donné l'état de la biodiversité, étant donné un certain nombre de composants, il y a un risque de pandémie. » Et ils ont sorti, il y a à peu près 2 ans, un rapport qui s'appelle « L'ère des pandémies ». Dans ce rapport, ils nous disent en gros, vu l'état dans lequel nous sommes, il y a un risque de pandémie à peu près tous les 10 ans. Donc finalement, ce qui nous arrive est assez attendu. Donc c'est à la fois de l'incertitude totalement radicale et on est face à des choses qu'on ne pouvait pas imaginer ou qu'on n'a pas su imaginer, et en même temps, c'était quand même des choses qu'on pouvait attendre. J'avais fait un papier dans l'IB qui s'appelle « Les signes noirs et les aveugles ». Le signe noir en statistique, c'est un événement qui a un certain nombre de caractéristiques. En gros, si je résume, il est totalement improbable, et pourtant, rétrospectivement, tout était là. Je synthétise beaucoup, mais c'est un peu limite. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut dire sur la crise, c'est que d'un point de vue économique, mais au-delà d'un point de vue économique, c'est une rupture
absolument majeur, c'est la première caractéristique. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous suivez les indicateurs, vous voyez des choses que nous n'avions jamais, aucun d'entre nous, jamais connues. Par exemple, si je prends la croissance, une baisse de 8% en un an, alors c'est des chiffres, ça dit rien ou pas grand-chose, peut-être à certains d'entre vous ça dit beaucoup, mais en général les chiffres c'est peu parlant, donc 8%, bah oui, 8% c'est négatif, etc. Mais il faut toujours comparer les chiffres avec d'autres. Et quand on les compare et qu'on regarde par exemple la grande crise, celle qu'on appelait la grande crise en 2008-2011, celle des subprimes qui nous avait tellement marqué, qui a tellement pesé depuis une décennie sur l'Europe en particulier, bah là, la baisse de la croissance, à comparer à nos 8%, c'était 2,9. Si vous prenez 93, où il y a eu une crise, c'était seulement 0,6% de baisse. Et si vous prenez 75, le premier choc pétrolier, le moment où on sort de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, on est à moins 1%. Donc moins 8%, c'est des ruptures qu'on ne... Alors on ne mesurait pas les choses à l'époque de la même manière, donc on ne peut pas comparer complètement, mais en gros, c'est des ruptures qui sont analogues à celles des grands conflits, et en particulier de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là. Et ça se voit sur tous les indicateurs. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, alors je passe sur les détails techniques. Est-ce que c'est un choc d'offre, un choc de demande pour avoir un vocabulaire un peu d'économiste? C'est à la fois les deux avec un effet cumulatif, donc bon, peu importe. Mais la troisième caractéristique tout à fait surprenante, c'est que finalement, on en sort assez vite. Et on en sort assez vite. Alors attention, pas de triomphalisme de la part du gouvernement. Oui, on a un taux de croissance en ce moment plus élevé, mais c'est parce qu'on a eu une baisse de la croissance beaucoup plus forte. Si on regarde, si on fait les comparatifs avec les autres pays, notamment dans l'espace européen, c'est nous qui avons, et je vais expliquer pourquoi en une seconde, c'est nous qui avions le plus perdu. Donc c'est normal que ça soit nous qui rebondissions le plus. Donc on remonte très bien la pente, comme à peu près toutes les économies développées. Deuxième élément, notamment en termes d'emploi, et c'est peut-être ça qui est le plus surprenant. C'est-à-dire que là, franchement, on était beaucoup d'économistes à dire on ne sait pas ce que va donner cette sortie de pandémie, mais il y aura probablement des conséquences négatives sur l'emploi. Et comme d'habitude, on s'est trompé. L'économie est une science extrêmement complexe et donc, oui, souvent on se trompe. Donc oui, on s'est trompé, on retrouve une dynamique d'emploi qui était celle qui commence en 2015 dans l'ensemble de l'espace européen, donc voilà, avec des difficultés sur lesquelles éventuellement je reviendrai, mais on en ressort assez vite, et on rattrape plus vite qu'on ne pensait. Et pourquoi on rattrape plus vite qu'on ne pensait même? Parce que, et c'est pas propre à la France, c'est l'ensemble des économies développées, ont mis en place des dispositifs de soutien, alors des politiques budgétaires comme les économistes plutôt de sensibilité keynésienne n'osaient pas imaginer que ça puisse être mis en place, c'est-à-dire des politiques budgétaires massifs de soutien. C'est-à-dire que l'État est venu aider, appuyer les acteurs économiques et les ménages, avec deux dispositifs principaux, les prêts aux entreprises, d'une part, et puis de l'autre côté, le chômage partiel, avec des taux de chômage, donc chômage partiel, c'est-à-dire que l'État permet aux entreprises, ce qu'avait fait l'Allemagne en 2008, ce que nous on avait fait, mais à tout bas régime, ce qui fait que l'Allemagne en était beaucoup mieux sortie que nous, à savoir de venir appuyer, aider les entreprises en leur disant vous gardez les gens en emploi, vous ne les licenciez pas, on vous aide à les rémunérer, et comme ça, quand ça redémarrera, eh bien, vous serez prêts. Et c'est le dispositif qui a été fait par la plupart des grands pays développés, et en particulier dans l'espace européen. Donc on a fait ça, ce qui fait que effectivement, ça a marché. Excusez-moi, j'ai un problème d'ordinateur. Effectivement, ça a bien fonctionné, et donc on repart, on ressort très vite, avec juste un point,
qui est la problématique de l'endettement. Du double endettement, parce qu'on parle toujours de la dette publique. Mais attention, hein, à mon avis, et je ne suis pas la seule à dire ça, la difficulté majeure, elle est plutôt dans la dette privée. La défaillance, les risques financiers sont plutôt dans la dette privée. La dette publique, bien sûr, on a pris 20 points, mais enfin, on se calme. On est en dessous de la moyenne en termes d'endettement public des pays qui sont nos équivalents, des économies développées. Hein, donc on est en dessous. Bien sûr, dans l'Europe, il y a divergence, et notamment par rapport à l'Allemagne, mais c'est l'Allemagne et les pays dits sobres qui sont plutôt atypiques par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc on a un taux d'endettement qui est devenu plus important, mais enfin avec des taux d'intérêt qui pour l'instant restent extrêmement faibles. Donc il n'y a absolument pas d'urgence là-dessus, contrairement à ce qui est dit en permanence. Donc l'urgence est plutôt de ne pas refaire l'erreur qui avait été faite au lendemain de la crise 2008-2011 par l'Europe, à savoir une politique d'austérité, globalement, et qu'on a payé très cher, parce que si vous regardez les comparatifs de l'Europe avec le reste des économies développées, ben vous voyez qu'il y a un frein, on avait mis un frein. Donc là, on a lâché le frein, on a mis du fluide avec une politique budgétaire très accompagnante, et c'était une très bonne chose, même si voilà, on aurait souhaité que pour les plus fragiles, ça soit plus efficace, hein, mais ça a été quand même très puissant. Ça permet de sortir de la crise de manière relativement positive, mais il ne faudrait pas venir mettre un frein, d'autant qu'il y a une autre politique qui a été très accommodante, qui est la politique monétaire, hein, avec ce qu'on appelle, alors là c'est très technique, le quantitative easing, je pourrais rentrer dans les détails si ça intéresse des gens, une politique, donc en gros on met beaucoup de monnaie dans l'économie de façon à ce que, en gros le mécanisme principal c'est que les entreprises puissent facilement s'endetter. Hein. Les entreprises et les ménages puissent facilement s'endetter et que du coup l'économie soit fluide d'une certaine manière. Et là, comme il y a une petite remontée de l'inflation, vous avez vu ça probablement dans les médias, il y a une remontée en ce moment de l'inflation, il y a une tentation d'aller un peu freiner sur la politique monétaire, avec des gros risques derrière. Alors là-dessus, on s'engueule beaucoup entre économistes pour savoir si l'inflation est transitoire ou si elle est structurelle. Moi, mon pari, c'est qu'elle est transitoire et que donc, il ne faut surtout pas faire un à-coup sur les politiques monétaires. Donc ça, j'essaye de résumer en très succinct ce qui s'est passé d'un point de vue économique, pourquoi, comment ça se fait qu'on en sorte comme on en sort, et finalement on reprend les dynamiques dans lesquelles on était, c'est-à-dire une dynamique de croissance. Alors là on est sur des chiffres exceptionnels parce qu'on rattrape. Il faut voir si on sort un peu Merci. On va peut-être passer aussi au témoignage dans les entreprises, justement, ce que tu viens d'expliquer au niveau très macro, et pour qu'on sache vraiment comment ça s'est passé concrètement pour ces entreprises. Est-ce que c'est OK? Oui, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette perspective très globale qui nous permettait de voir les choses autrement, ce qui se passait en France et ailleurs. Et à présent, j'aimerais beaucoup qu'on donne la parole aux 4 représentants d'entreprises qui sont ici pour qu'ils puissent nous partager comment eux, ils l'ont vécu, comment ça s'est passé pour eux personnellement et au sein de leur organisation, qu'est-ce qui a pu être facile ou plus compliqué à mettre en œuvre, voilà, concrètement. Et on va commencer par Hervé Petot pour Bonglet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hervé Petot, je suis le directeur des achats du groupe Bonglet. Alors, brièvement, Bonglet, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1956 à Lons-le-Saunier par Henri Bonglet, développée et dirigée aujourd'hui par Hervé Bonglet, son fils, et les 2 filles d'Hervé, Caroline et Emmanuel, ont intégré la structure il y a une dizaine d'années. Donc, la 3e génération arrive rapidement. Bonglet a 2 spécialités donc dans les métiers du second œuvre. Donc, sur la partie intérieure, on va faire tout ce qui est revêtement de sol, les cloisons briques, cloisons sèches, décoration, papier peint, peinture.
et un département plafond démontable, de l'isolation intérieure. Et puis à l'extérieur, on intervient aujourd'hui donc en isolation thermique par extérieur, donc les enduits minces surisolants, hein, ce qui est d'actualité véritablement aujourd'hui. Le siège social est à Lons-le-Saunier. On l'a intégré juste avant cette période Covid. Hein. On a déménagé au mois de février 2020. Il y a 16 agences Moncler réparties dans l'Est de la France pour un effectif constant de 500 salariés et un chiffre d'affaires de 2019 d'environ 80 millions d'euros. En plus des structures Moncler, on a une vingtaine de filiales qui permettent de consolider un chiffre d'affaires supérieur à 120 millions d'euros pour un peu plus de 1000 personnes. Voilà, donc pour vous dire brièvement comment ça s'est passé pour nous, on a déménagé, donc on a emménagé dans nos locaux en février 2020, et puis 15 jours après, c'était le confinement. On a été confiné, donc arrêt total de la production pour le navire amiral Moncler. Les filiales qui ont des effectifs un peu plus faibles, elles ont pu continuer quand même de travailler un petit peu. La situation, c'est qu'on sait, comment je veux dire, une entreprise, elle évolue d'année en année. On doit faire des choix stratégiques. On doit parfois défendre des orientations auprès de nos directions générales. Moi, je suis assez satisfait parce qu'il y a une dizaine d'années, on a porté un projet avec le DAF actuel, Gérald Perrault, sur la mise en place d'un ERP, qui était un gros mot pour le bâtiment, dans certaines entreprises aussi, mais qu'on a réussi à déployer très rapidement. Et cet ERP, ça a été un outil véritablement de suivi, de gestion administrative, de suivi de nos chantiers, qui a porté ses fruits dans cette situation de tension, puisque 3 ans auparavant, et on avait justement contacté Orange à ce moment-là, on avait fait le choix d'externaliser nos serveurs. Ce qui fait que quand on s'est tous retrouvés à la maison, on a pu piloter la partie administrative de l'entreprise à distance. Donc, continuer de passer nos commandes, de gérer les payes, payer nos fournisseurs et surtout préparer la reprise. Ce qui, pour nous, était important, c'était de se projeter, de se dire, on était dans l'incertitude, on savait que ça allait repartir, mais quand? Voilà. Donc, du coup, on a rouvert un mois et demi après, lors du déconfinement. Là, effectivement, nos stocks étaient pleins. On a pu avancer d'une manière comment je veux dire, bien maîtrisée au niveau de l'exposition sanitaire de nos compagnons également, parce qu'on avait réussi à approvisionner ce que tout le monde avait besoin dans le moment, des masques, du gel hydroalcoolique. Et voilà, on avait quand même pu un peu de produits. Et puis on s'était dit, tiens, ça y est, c'est reparti, quoi. On est positif, on y va. Et du coup, on s'est lancé dans des projets assez ambitieux, puisqu'on s'est dit, on venait de déménager, on a dit, tiens, on est très engagé au niveau environnemental chez Moncler. On était la première entreprise de France à être labellisée maîtrise de l'environnement par Calibat, qui est le référent dans le bâtiment. Et on est certifié ISO 14001. Voilà. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas organiser un événement pour passer cette période difficile, inviter nos fournisseurs, nos clients, sur la thématique de l'environnement. Et là, on a fait appel à une société RSP qui est à côté de vous, qui nous a aidé à organiser cet événement qui était ambitieux dans la période. Donc en fait, on a organisé 2 journées portes ouvertes avec une thématique axée sur l'environnement et l'organisation de tables rondes comme vous faites aujourd'hui, en intégrant tous les acteurs de la filière du bâtiment institutionnel, enfin, voilà, architectes, économistes. C'était un vrai virage pour Moncler à ce moment-là, parce qu'on doit dire qu'on se cherchait, nous on travaille à 75% pour des marchés publics. Du jour au lendemain, les chantiers publics étaient stoppés, arrêtés. Pour certains, on a eu du mal à redémarrer. Et du coup, avec toutes les annonces gouvernementales en faveur de l'isolation thermique pour les passoires énergétiques qui arrivaient, on s'est dit peut-être que notre métier est en train d'évoluer indirectement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup axé sur le particulier. Et là, on a vraiment récolté très vite les résultats de ce travail de fond pour aujourd'hui avoir un volant d'affaires très très important sur le domaine du particulier.
Tout ça dans un contexte de choix axé sur l'environnement. Et puis, ensuite, on a eu beaucoup de relais, en fait. C'était très intéressant parce que lors de ces journées, il y a eu beaucoup d'innovations de présenter parce que l'année dernière, en 2020, il n'y a eu aucun salon professionnel. Nous, en fait, les industriels se sont dit, ben voilà, c'est le moment de présenter quelque chose. Il y a une vision, il y aura une visibilité, on va dire, nationale. Donc, on a eu beaucoup de nouveautés de présenter chez nous à Lons-le-Saunier, un exosquelette, par exemple, des nouvelles méthodologies de travail, des produits respectueux de l'environnement. Et tout ça relayé également. Alors, c'est vrai qu'on a pu bénéficier aussi de supports médias. France 3 s'est intéressé aussi beaucoup à l'entreprise. Il y a une diffusion de 4 feuilletons. Enfin, voilà. On va dire que cette période-là, on s'est remis en cause. On a un petit peu fait évoluer notre typologie de clientèle en complémentarité. Voilà, un petit peu en ce qui nous concerne. Donc, c'est vrai que l'expérience positive, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous ont permis de passer très, très rapidement ou très sereinement cette période. C'était l'anticipation de la mise en place de l'ERP, l'externalisation des serveurs, la sécurisation également de nos données, c'est très important, la communication avec nos salariés aussi à travers voilà, nos sites de communication. Voilà un petit peu en ce qui nous concerne. Merci Christophe Clerc, Société Delfingen, donc une entreprise familiale aussi, 3e génération dirigée par Gérald Strait, basée dans le petit village d'Anteuil, dans le Doubs. Je suis un peu l'étranger de la journée, pas être basé à Lons-le-Saunier. Entreprise familiale qui est le leader mondial de la protection des câblages électriques dans les voitures. Dans toutes vos voitures, vous avez des câblages électriques. Il y a de plus en plus de câblages électriques au travers des motorisations hybrides électriques. Et notre métier à nous, c'est de les protéger. Et quand on protège le câblage électrique, on protège la voiture. Et quand on protège la voiture, on protège le conducteur et la conductrice. Entreprise familiale est très internationale. On est présent dans une vingtaine de pays, 3500 collaborateurs, dont 3250 à l'étranger. Ça va aussi bien de petits pays comme le Honduras, assez exotique, ou les États-Unis, le Japon ou la Chine. Et donc, si je reviens un petit peu sur le fil d'il y a 18 mois, la première émotion, c'était, notamment au cœur de l'usine à Anteuil, puisque j'étais présent ce jour-là, il y a eu un petit moment de flottement pendant quelques heures. Qu'est-ce qu'on fait? Les directives, quelles qu'elles soient, n'étaient pas extrêmement claires. Le niveau de dangerosité n'était pas facile à apprécier. Et puis, à un moment donné, vous avez comme la pression encore de quelques clients. Ils étaient encore là à dire, il faut nous livrer, il faut nous livrer. Et puis, on a dit non, stop. Priorité absolue, préserver la santé de nos collaborateurs. Et donc, ça a été voilà, un moment d'échange avec le directeur de l'usine, les parties prenantes, quelques collaborateurs, bien sûr la direction, mais voilà. On ne sait pas où on va, on arrête tout, on pose les crayons, on pose les outils et on va voir ce qui se passe. Ensuite, petit à petit, on a redémarré, mais c'était priorité absolue. Et la deuxième émotion, c'est la violence, l'extrême violence. Je viens de le dire, on est un groupe international. Alors, vous imaginez une map monde, et en fait, tous les sites sont représentés par des points lumineux. Petit à petit, vous voyez toutes les petites lumières qui se... en partant, d'ailleurs, vous faites le tour de la Terre, vous commencez par Ouran. On est une usine à Ouran. Donc, commencez Ouran, ensuite l'Inde, ensuite l'Europe de l'Est. Et petit à petit, vous voyez que votre map monde, elle s'éteint. Mais quand elle s'éteint, ça veut dire quand même que vous avez des usines qui est totalement imaginable dans notre inconscient à tous de dire qu'il y a des usines qui, pendant un mois, vont faire 0,0 € de chiffre d'affaires. Donc tout de suite, voilà, c'est ces deux émotions-là qui me reviennent en tête. C'est ce petit moment de flottement, pas très long, mais quand même assez intense. Et puis ensuite, cette extrême violence qui est de dire, mais en fait, où est-ce que ça va s'arrêter? Derrière ça, des éléments qui ont été extrêmement positifs. Si vous voulez, quand on vit cette crise, c'est un peu comme un tremblement de terre. Vous allez voir si les fondations de la maison que vous avez construite, elles sont solides ou elles ne sont pas solides. Est-ce que votre modèle économique et votre modèle social tiennent le choc? Parce que quand tout va bien, c'est assez facile. Quand ça va mal, c'est là que les choses se révèlent. C'est vrai que ça a été un révélateur de dire oui, on est dans la bonne voie.
notamment sur le volet humain, on est extrêmement attaché en tant qu'entreprise familiale, et je pense que c'est le cas pour tous aussi autour de la table, sur les valeurs qui nous animent. Et 2 valeurs extrêmement fortes dans l'entreprise, c'est la solidarité. Donc, la question, c'est quand, passez-moi l'expression, quand ça pète, on se serre les coudes ou chacun appuie de son côté. Et donc ça, c'était un élément extrêmement révélateur de dire, est-ce que ça s'est bien passé comme ça, voilà. Et on a plutôt, même intégralement eu plutôt ce phénomène de solidarité. Un deuxième élément important et une valeur sur lequel on nous interroge souvent, c'est l'harmonie dans une entreprise, qui est souvent perçue comme un environnement violent, une entreprise, suivant certains notamment. Non, l'harmonie, c'est le fait de dire qu'on prend en considération aussi les intérêts de tous, s'assurer qu'on va tous dans le même sens. Et l'harmonie, un des éléments de l'harmonie, c'est la confiance. Et ce qui a été extrêmement important, c'est ce mot de confiance. La confiance de l'ensemble des collaborateurs dans l'équipe de direction et aussi la confiance que l'on a nourrie avec nos partenaires financiers. Parce que quand j'avais malheureusement, chat noir, c'est que quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était la crise de 2008-2009 déjà dans l'automobile. Arrivé en septembre et en décembre, on fermait déjà des usines. Mais par contre, petite leçon quand même. Et priorité des priorités pour moi, une fois qu'on avait préservé la santé de nos collaborateurs, c'était la gestion du cash. Donc l'avantage, c'est que j'ai le numéro de portable de tous mes banquiers. Dimanche soir, j'ai fait la tournée des banquiers. Lundi matin, je les avais. Quasiment le mardi, j'avais les accords de financement. Ça, c'était la priorité. Mais c'est pareil, c'est une relation de confiance que vous avez construite dans la durée. Si pendant 10 ans, vous leur faites des coups tordus en essayant de raboter chaque année les marges, ils disent bah, écoutez, vous passez votre tour. Et donc ça, c'était un élément important, la confiance dans la direction, la confiance dans les partenaires financiers. Cette confiance dans la direction, tu l'as évoqué, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu qu'il y ait la crise pour communiquer. On communique quand ça va bien et on communique quand ça va mal. Et ce qui était important, c'est de montrer qu'il y avait un ou une équipe de capitaines à bord qui n'était pas en mode panique, au contraire, qui gardait son sang-froid, qui avait une confiance dans le futur. Alors peut-être de temps en temps, c'était de la méthode Coué, on va y arriver. Mais voilà, on est rentré aussi dans la crise en étant solide, en étant fort sur nos marchés. Et cette certitude, en tout cas dans les entreprises familiales aussi qui ont des stratégies de long terme, de se dire on va finir par s'en sortir. Et le challenge, comme tu l'as évoqué, c'est comment on fait, je pense qu'on y reviendra après, Valdi, c'est comment on fait de cette crise une opportunité pour grandir, comment on fait de ce pépin une pépite pour aller un petit peu plus loin. Et je pense que j'aurai l'occasion de l'aborder un petit peu après au travers des opportunités que l'on a pu saisir, parce qu'on a vécu non seulement une crise sanitaire, on a vécu une crise économique, mais quand vous êtes dans l'automobile, vous vivez aussi une crise de votre modèle avec l'arrivée des véhicules hybrides et électriques. Voilà, donc c'est ces maîtres mots qui ont été nous, confiance, solidarité, harmonie et assumer ses responsabilités dans ces moments difficiles. Je vais rebondir. Oui, bonjour, Louis Fumé. Donc, je suis le président d'une petite société. Je suis le petit poussé partenaire, parce que nous, on est 10 personnes. C'est une société qui a été créée, que j'ai créée il y a 22 ans. Donc, nous sommes un négoce de pièces détachées, c'est-à-dire que nous vendons sur Internet principalement, mais aussi par d'autres liens, de la motorisation de volets roulants, de portails, de portes de garage, ainsi que des pièces détachées pour les réparations. Donc, on est ce qu'on appelle sur un marché de la deuxième montre. C'est-à-dire qu'on arrive, on ne vend pas du produit fini, on vend du produit de réparation. Donc la société a 22 ans, je viens de le dire, oui. Nous sommes 10 personnes pour l'instant, nous faisons que du B2B, c'est-à-dire que nous vendons uniquement aux professionnels. Donc nos clients sont des réparateurs principaux, des gens qui vendent sur Internet aux particuliers. C'est ces clients-là qui nous ont permis de sortir un petit peu, nous, de la crise. C'est-à-dire que nous, la crise, on n'a pas arrêté la société, c'est-à-dire qu'une partie du personnel s'est retrouvée en chômage technique et a fait un turnover et ils sont venus régulièrement. On a continué à vendre sur Internet, Internet a continué à tourner, donc nous, on a continué à vendre sur Internet, ce qui nous a permis un petit peu de sauver du chiffre d'affaires, bien sûr. Et puis, je me suis félicité de ne pas avoir écouté mon cabinet comptable, qui tous les ans nous dit faut baisser votre stock parce que votre stock, ça vous coûte beaucoup trop cher. Nous, on a un stock énorme et c'est notre stock qui nous a permis de survivre un petit peu à la crise. C'est ce qui nous a permis, nous, de nous en sortir parce que bien sûr, tous nos fournisseurs étaient fermés, on ne pouvait plus rien acheter. Mais
Notre stock nous a permis, nous, de passer la crise et après commencer à pouvoir racheter du matériel et pouvoir tourner. Donc la crise, nous, on l'a vécu un petit peu, on a continué à travailler, donc bon, on s'est posé comme beaucoup de questions. Moi, ce qui nous a étonné le plus, enfin moi, ce qui m'étonnait le plus, c'est que nous, le téléphone sonne 200 fois par jour et que du jour au lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Le téléphone est là, et on se dit, il y a un problème, tout le monde nous a oubliés, quoi. Mais bon, petit à petit, Internet est reparti tout doucement et bon, ça nous a redonné confiance et ça nous a permis de repartir un petit peu en confiance et d'avoir un petit peu voir un petit peu l'avenir un petit peu mieux que les deux, trois premiers jours, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, la société, ben, on tourne bien. Internet nous permet la crise a fait développer énormément Internet, donc nous, on a suivi, on s'est développé aussi beaucoup, ce qui nous a fait faire une évolution de 2 chiffres. On fait une évolution de plus de 2 chiffres sur tous les ans, ce qui n'est pas toujours évident à suivre, mais bon, on y arrive quand même. Toutes petites entreprises, nous, on a les employés, on a une très bonne équipe, tout le monde s'entend bien, donc ce qui permet un peu de se soutenir un petit peu dans les moments où c'est un peu plus creux, quoi. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno Caron, directeur des ressources humaines du groupe V33, basé à Domblanc, à 10 km au nord de Lens-le-Saunier. Donc V33 est un groupe français, un groupe familial qui a été créé en 1957, qui est spécialisé dans la conception, fabrication et commercialisation de peintures et de produits de traitement pour le bois. Donc c'est un groupe qui a ses racines profondément ancrées dans le Jura. Aujourd'hui, nous avons effectivement environ 750 salariés répartis essentiellement en France, mais aussi dans 7 filiales, on va dire, dans toute l'Europe géographique. Eh bien, si on retourne effectivement un petit peu au début de cette pandémie, je dirais c'est le côté international du groupe V33 qui nous a permis de prendre la mesure de ce qui allait se passer un petit peu en avance par rapport à la plupart des entreprises en France, puisqu'on a une filiale qui est basée en Italie et notamment à Milan, là où tout a commencé en Italie. Et ça nous a permis effectivement d'avoir au moins 15 jours d'avance sur les annonces qui étaient faites en France et de prendre toute la mesure de ce qui allait se passer. Mais avec quand même, je dirais, pour nous, une grande incertitude. Et je pense que c'est ça qui était au cœur de toutes les pensées à l'époque, c'était l'incertitude. Personne n'avait connu ça. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, quelle ampleur ça allait prendre. Et alors, on a la chance, effectivement, dans nos process, on est amené à utiliser des masques FFP2. Donc, on avait du stock de masques, pas pour équiper non plus toute l'entreprise pendant des mois, mais ça nous a permis, effectivement, au début de la crise sanitaire, de continuer à travailler en toute sécurité, puisque c'est pour nous, effectivement, la sécurité de nos collaborateurs est vraiment une priorité absolue. Vers le début du mois de mars, les choses ont commencé à se gâter et donc on a petit à petit réduit les équipes, toujours en se basant sur le volontariat pour continuer effectivement un minimum d'activité pour fournir nos clients. Plus le mois s'avançait, plus nos clients également tombaient dans l'incertitude et commençaient à fermer leurs établissements. On a fini par avoir des camions qui revenaient, qui n'étaient plus acceptés. Et puis, il y a eu le fameux discours de notre président avec à 6 reprises « c'est la guerre ». Et là, pour le coup, plus de volontaires et plus de clients ouverts non plus. C'était vraiment le blackout. Donc effectivement, on a suivi et également nous avons dû fermer l'entreprise. Et là, effectivement, grosse période d'effervescence, c'est-à-dire fermer l'entreprise, il faut quand même assurer une continuité de certaines fonctions. Et donc effectivement, se doter d'outils pour travailler en télétravail. Et ce n'était pas du tout à l'époque la culture de l'entreprise. Alors moi, j'avais en tant que DRH mis en place une charte du télétravail avec beaucoup de conviction, mais qui était quelque chose qui était culturellement nouveau pour l'entreprise. Charte qui avait été signée en décembre 2019.
J'avais entrouvert la porte du télétravail tout doucettement. La Covid a explosé cette porte et effectivement, il a fallu d'un seul coup apprendre une nouvelle façon de travailler. Donc équiper aussi la plupart des collaborateurs, aller rechercher les vieux ordinateurs qu'on s'apprêtait à jeter, etc. Et redéfinir une nouvelle façon de travailler pour assurer effectivement la continuité de certaines fonctions dans l'entreprise. Moi, je me souviens une période où, effectivement, j'allais tous les jours au bureau, alors que toute la France était confinée à la maison. On arrivait au bureau, on était dans un bâtiment, on est au moins une centaine habituellement, c'était 5 ou 6. C'était noir, il faisait froid. Gros travail pour tous les services RH de France et de Navarre, parce que beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'effets d'annonce, etc. Et pour autant, on a appris une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de communiquer. Je dirais le gros enjeu de cette période, ça a été de garder le contact avec nos collaborateurs, alors que les collaborateurs n'allaient plus au travail. Et ça, quand on n'a jamais fait, c'est un sacré challenge, c'est-à-dire garder le contact, rassurer, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress lié au risque sanitaire lui-même, lié aussi aux questions qu'on peut se poser, est-ce que l'entreprise va survivre à une telle crise ou pas, etc. Et donc, nous avons pris le parti de communiquer très régulièrement, et Marie de Grivel, notre directrice générale, a vraiment mis un point d'honneur à garder le contact avec chacun des salariés. Donc ça s'est traduit par des communications très régulières, communication qui était envoyée par tous les canaux qu'on pouvait à l'époque, donc via notre site intranet qui était ouvert à tous nos salariés, via les messageries professionnelles, mais aussi via les messageries personnelles quand on avait les adresses mail personnelles. Et ça, c'était un enjeu pour nous qui était important, de partager la vision que l'on pouvait avoir de la crise et de l'évolution et de rassurer nos collaborateurs. Le mois de mars s'est écoulé et vers le début du mois d'avril, effectivement, beaucoup de nos clients, qui sont notamment des moyennes et grandes surfaces de bricolage, ont commencé à rouvrir, puisqu'il y avait des produits de première nécessité. Et on a commencé à avoir effectivement pas mal d'appels de nos clients pour à nouveau reprendre les livraisons. Et on a commencé à réouvrir l'entreprise par la logistique. Et petit à petit, jusqu'à fin avril, on a remis la production totalement en route. Et là, il s'est passé quelque chose de curieux. On parle d'incertitude. Apparemment, dans l'ARN de la Covid-19, il doit y avoir un petit gène qui demande à chacun de prendre soin de son foyer. Et il y a eu, tout le monde s'est mis à mettre tout en peinture. C'est-à-dire, c'était une période de folie. Les ventes ont été décuplées auprès de chacun de nos clients. Et il a fallu, effectivement, nous, on avait remis en route nos outils de production, mais c'était nettement insuffisant. Il a fallu tout de suite passer d'une fermeture d'usine à une période où on était en suractivité. La production avait redémarré fin avril. Pour début mai, je faisais une demande à l'inspection du travail pour mettre en place des équipes de suppléance le week-end. Et là, je salue à nouveau la réactivité de l'inspection du travail qui a plus d'un mois normalement, qui a un mois pour donner sa décision et qui a donné sa décision en 2 semaines et qui a joué le jeu effectivement pour qu'une entreprise puisse faire face à la situation économique. Et je salue également, je dirais, c'est l'engagement de nos salariés. Effectivement, on est une entreprise familiale. J'ai souvent coutume de dire qu'on est une grande famille chez V33. Et là, on a vu effectivement qu'on pouvait compter sur le professionnalisme et sur l'engagement de nos collaborateurs avec, je dirais, dans une période où il y avait encore le confinement, je dirais, les collaborateurs ont su répondre présent pour reprendre l'activité et tout de suite, effectivement, repartir sur un trend qui était beaucoup plus élevé que d'habitude. Voilà, donc c'est une période où, pour moi, effectivement, et je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure, la crise a été un peu un révélateur, un catalyseur, géré de la qualité, de toutes les qualités qu'on peut retrouver dans une entreprise et chez ses salariés. Merci beaucoup. Et justement, tu as commencé à parler de variation de l'activité et comment faire quand il y avait ces moments où c'était complètement arrêté et d'un seul coup, il y avait un pic d'activité. Est-ce que tu aurais des anecdotes, des exemples, des choses qui se sont passées
qui auraient pu être des défis. Voilà. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus? Donc, en fait, on va avoir différentes parties. Là, on entre dans une partie plutôt quels sont les défis. Donc, voilà, on va parler des pics d'activité, des opportunités qui sont à saisir. Et comme on avait prévu, je vais poser à chacun une ou deux questions. Si les autres ont envie d'interagir, n'hésitez pas. Vous savez que vous avez aussi la possibilité de rebondir si ça vous fait penser à quelque chose que vous avez vécu. Sentez-vous à l'aise pour le faire. Mais peut-être Bruno, si tu veux commencer, nous en parler un peu plus en détail. Alors, dans les défis qu'on a eu à relever, le premier défi, c'était effectivement de réunir toutes les conditions pour travailler en sécurité. Si on se reprojette à l'époque, effectivement, il y avait une totale pénurie de masques sur le marché. Le gel hydroalcoolique, n'en parlons pas. Alors, on avait effectivement un stock de masques FFP2 pour la production, mais qui était nettement insuffisant pour l'étendre à la totalité de nos salariés. Mais effectivement, on avait un peu devancé quand même sur les stocks. Et il a fallu, par exemple, on a commencé à produire nous-mêmes du gel hydroalcoolique pour effectivement que nos salariés puissent avoir des mesures sanitaires qui soient adaptées. On a très tôt acheté des masques tissus plutôt que des masques jetables. Pourquoi des masques tissus? Je dirais, si on a une fibre un peu RSE, c'est mieux que du jetable et c'est réutilisable. Effectivement, ça permet de mieux gérer les stocks. Cette époque a été assez complexe. Alors, en interne, on a réussi à travailler ensemble. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire jamais on a autant travaillé la main dans la main au niveau du comité de direction. On se voyait tous les jours, bon, pas en visio, mais effectivement, on travaillait tous les jours ensemble pour faire le point, prendre les bonnes décisions, définir les bons process, de manière à ce que quand on allait appuyer sur le bouton pour reprendre l'activité, nos salariés puissent avoir des conditions sanitaires qui soient optimales. Donc ça a été compliqué. Ce qui a été compliqué également, c'était vraiment, je dirais, l'organisation en elle-même, trouver une organisation, trouver des ordinateurs. Il n'y a pas que les vendeurs de peinture qui ont vendu qui ont eu beaucoup de ventes à cette période-là. C'était plus possible de trouver un ordinateur dès le printemps 2020. Donc, il a fallu effectivement trouver des ordinateurs, trouver des façons de travailler. Moi, je me revois en avril faire ma première réunion de CSE, sans beaucoup de monde autour de la table, mais avec du monde en distanciel. C'était une première. On n'avait pas une culture du télétravail. Et là, effectivement, faire des réunions institutionnelles avec une grande partie des participants à distance, c'était quelque chose qu'on ne savait pas faire. Donc, il a fallu acheter du matériel, il a fallu s'adapter. Mais je dirais, aujourd'hui, en tant que DRH, je ne me vois pas totalement revenir en arrière. À l'avant-Covid, je pense qu'effectivement, il y a eu un avant, un après-Covid, et ça a un peu transformé nos structures et nos entreprises. Voilà. Ce qui a été également compliqué à gérer, c'est aussi, je parlais de la communication, c'est compliqué la communication. Moi, je suis parti du constat, au mois de juin, j'avais du mal à entendre des collègues qui me disaient qu'ils avaient souffert du confinement alors qu'ils étaient à la maison. Moi, je n'étais pas à la maison tous les jours, j'étais au travail et je ne les comprenais pas. Et j'ai eu conscience quand même que, en fait, c'est pas parce qu'on a souffert qu'il faut nier la souffrance des autres. Et je pense que c'est une période où, quand même, tout un chacun, on a beaucoup souffert de cette crise sanitaire, avec des angoisses liées à la santé, à la sécurité, parfois l'isolement. Moi, j'ai des salariés qui ont souffert de l'isolement quand ils étaient tout seuls à la maison, à ne pas voir qui que ce soit pendant des semaines. Et c'est ce qui nous a poussé, par exemple, à mettre en place une cellule de soutien psychologique au niveau du groupe pendant 6 mois. D'une part, pour tenir compte et pour soutenir nos salariés sur tout le stress, toutes les angoisses qu'ils avaient pu accumuler sur cette période de confinement, mais aussi pour soutenir nos salariés sur l'hyperactivité qui a suivi. Donc voilà, donc c'est toutes des choses effectivement sur lesquelles on n'était pas très coutumier et on a dû réinventer des choses, penser différemment et vraiment faire preuve de beaucoup d'adaptabilité. Louis, est-ce que
tu voudrais réagir là-dessus, sur ce point, parce que je sais que tu as aussi subi des pics d'activité, qu'il y avait aussi cette écoute, cette solidarité au sein de ton équipe. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ou est-ce que tu as des exemples? Nous, on a rencontré quelques difficultés pour mettre en place. On a été obligé de refaire un process. Comme on a continué à travailler, on a remis au point un process pour éviter que les personnes se croisent trop. On a été obligé de racheter beaucoup de matériel parce que c'est ce que l'agrafeuse à l'époque, on ne savait pas s'il fallait prendre l'agrafeuse, si on la passait à ce voisin. Donc on a racheté tout du matériel pour que chaque personne ait tout son matériel, que les personnes travaillent au poste, sur des postes plutôt que. Donc on a tout refait notre process un petit peu pour les expéditions. Voilà, donc c'était un petit peu long à mettre en place. Pas toujours facile à faire comprendre aux personnes qu'il fallait, faut qu'elles restent plutôt dans une zone, qu'elles n'aillent pas plutôt dans l'autre. Voilà, mais enfin, bon, les gens ont fini par comprendre. On a réussi, nous, à faire fabriquer des masques par une couturière locale. Bon, on a réussi, il y a eu une pharmacie qui a fait du gel hydroalcoolique assez rapidement, donc on a pu s'en munir rapidement. Donc, voilà, c'était un petit peu long à mettre en place ce process, parce qu'on a la peur d'attraper la maladie, de la transmettre. Voilà, on avait conscience quand même que c'était une maladie dangereuse, donc on ne savait pas comment exactement faire pour pouvoir continuer à travailler, et même si on avait le droit de travailler, parce que ça, on se posait la question aussi, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Parce qu'on a fait peut-être des choses qui étaient peut-être pas non plus correctes. Et puis nous, la grosse difficulté pour nous, c'était les transports, parce qu'une partie des transports ont été réquisitionnés. Nous, le transport, c'est ce qui nous permet de travailler, parce que sans transport, on ne travaille pas. Et là, on a eu beaucoup de difficultés avec les transports, donc on a recherché des nouveaux transporteurs. Voilà, c'était un petit peu une galère, mais bon, voilà, on s'en est sorti. Ça nous a permis aussi de remettre en place certains processus de travail qui n'étaient pas plus mal pour la suite, et qu'on a gardé, on en a gardé une partie. Voilà. Okay. Merci. Donc on entend que c'est une période en mars dernier où il y avait des peurs, des incertitudes, et oui, beaucoup de peurs en fait qui devaient se trouver au sein de chacune des organisations et au sein de nous. Et en même temps, ça a pu être source d'opportunités. Justement, tu as commencé à en parler tout à l'heure, Christophe. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu comment Delphiniane a fait et saisir les opportunités? Qu'est-ce que ça a pu amener comme nouveaux défis aussi? Pour reprendre un langage de cycliste, c'est quand la route s'élève ou quand il y a le vent dans le nez qu'on sait si on a les jambes qui tournent bien. Et c'est l'avantage, c'est dans la crise, c'est de se dire, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la confiance dans notre business model. Et puis on a les concurrents, et notre principal concurrent allemand qui lui était mal, très mal. Et ça faisait 30 ans qu'on se tirait la bourre, ça faisait 30 ans qu'on essayait de pénétrer le marché allemand, sans grand succès. On s'est dit, là, c'est le moment. Alors vous imaginez, j'étais 15 jours avant voir les banquiers pour leur dire qu'on était au fond du trou et qu'il fallait nous prêter de l'argent déjà pour survivre. Et là, on vient les voir en disant, en fait, on va faire la plus grosse acquisition que le groupe n'ait jamais fait. Et à nouveau, là, la confiance a été extraordinaire. Alors, c'était impossible, mais comme on ne le savait pas, on l'a fait. Et c'était ça. Et quand j'évoquais aussi la confiance, c'est que peut-être ce qui nous a aidé quelque part aussi, c'était notre anxiolytique à nous, c'est d'avoir ce projet majeur qui a tiré toute l'entreprise vers le fait de dire, on va, parce qu'on était persuadé qu'on allait le faire, on va réussir à faire cette acquisition. Et vous savez aussi, on préfère être du côté des vainqueurs que des vaincus, et ça a donné un enthousiasme et une dynamique dans l'entreprise assez extraordinaire. Et puis, de temps en temps, quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'un petit coup de pouce du destin. Et donc, on signe le 1er septembre, et le 1er septembre, les portes s'ouvrent, le marché automobile explose à nouveau. Et en fait, c'est là où c'est un mélange à la fois, ce serait trop facile de dire qu'on est des stratèges ou qu'on a l'intuition, c'est simplement déjà ce facteur chance, mais d'avoir travaillé avec détermination avant pour que ce soit possible. Et donc,
Et ça, on l'a chevillé au corps. On est en train de revivre à notre échelle aussi de l'automobile une deuxième crise, une deuxième, peut-être troisième, quatrième, cinquième crise en quelques mois. Cette fois-ci, celle des semi-conducteurs. On est exactement dans cette même logique. Et ces crises-là sont aussi des facteurs d'expérience extraordinaires. Évoquer mon expérience de 2008-2009, une grande partie des équipes étaient déjà là. La crise de 2020, celle de 2021 sur les semi-conducteurs. En fait, vous créez une intelligence collective sur comment vous allez vous adapter à la crise et qu'est-ce que vous allez en faire. Et ça c'est vraiment génial parce que dans ces moments difficiles, ce qui reste, la petite lumière, c'est justement cet espoir de dire mais il y a quelque chose qui va se passer et nous, on va capter ce petit quelque chose et on va faire quelque chose de grand. Pour donner quand même cette acquisition, c'est qu'on intègre du jour au lendemain 1000 collaborateurs. On change, on augmente de taille de 50%. Donc quelque chose d'extrêmement structurant qui fait aussi passer l'entreprise d'un cap d'une petite ETI, belle entreprise familiale, à pas encore un grand groupe, mais ça nous fait quand même changer de dimension. Et au travers de ce changement de dimension aussi, eh ben, la perception qu'ont les clients de ce qu'on est, de ce que l'on fait, des défis qu'on est capable de relever a été extraordinaire. C'est-à-dire que la vision qu'a le client maintenant de Delfingen a aussi, pas complètement, mais radicalement changé. Et on a eu la chance, il y a 10 jours, de recevoir la récompense des récompenses par un des plus grands équipementiers automobiles. Et derrière le rideau, il est venu nous dire, en fait, quand vous avez repris ce concurrent, on a eu extrêmement peur. On pensait que vous n'y arrivez pas. Et donc là, on a montré qu'on est justement peut-être aussi la faculté de ces entreprises familiales à se mobiliser, à voir que la réalité de l'engagement des collaborateurs qui mouillent le maillot, la chemise, jour et nuit. Et donc, voilà, c'est dans ces moments-là aussi extrêmement difficiles qu'on revient sur ces fondamentaux et on se dit, mais oui, mais il y a quelque chose à faire, il y a des opportunités à saisir et allons-y. Et donc, voilà, c'était un formidable accélérateur de côté business. Bien sûr, c'était aussi un formidable accélérateur côté organisationnel. Ça a été évoqué sur la notion du télétravail, de la visio et ces choses-là. Mais surtout du côté business, sachant que dans l'automobile, ça s'est traduit aussi par une accélération de la transition vers les véhicules hybrides et électriques. Et on s'est défini comme un acteur incontournable de la mobilité propre. Donc, perception aussi auprès des clients que le véhicule hybride, le véhicule électrique, le véhicule à hydrogène, il ne se fera pas sans nous. Et donc là, voilà, double opportunité, saisir un changement sociétal et saisir un mouvement de concurrence où les cartes sont rabattues et se dire, bah, de temps en temps, en plus, on a la chance et là, ce qui sort, donc tant mieux, on en est réjoui. Bravo, je suis toujours épatée en entendant l'histoire de Delfingen parce que c'est un secteur qui est quand même en crise et quand il n'y a pas assez de difficultés, il s'en rajoute encore. Comment vous faites? Donc, vous l'avez compris, on a une entreprise qui est dans le secteur automobile, qui est toujours en mutation complète, et trois sociétés qui sont dans le secteur de l'habitat et qui ont justement pu bénéficier de la crise et de la transformation du marché. Et ça a pu être aussi un avantage pour rebondir, ou en tout cas avoir plus de croissance par la suite. J'aimerais qu'on passe ensuite aux forces que vous aviez, qui vous ont permis de vous dépasser, de vous surpasser dans cette crise. Et par exemple, Hervé, justement, tu nous parlais tout à l'heure de l'ERP qui avait été mis en place et qui vous avait permis d'avoir cette rigueur d'analyse pendant toute la période de crise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et comment ça vous a concrètement aidé? Et clairement, quand on est à distance, on a besoin d'avoir des indicateurs. Donc, le fait d'être connecté en permanence, on pouvait suivre, on a pu honorer nos factures, faire les payes, voilà, rassurer tout le monde, hein. Ça, c'était important. Ce travail de fond, chez Bonglais, on l'a fait donc sur la mise en place de l'ERP, sur l'externalisation des serveurs, sur la démarche RSE, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Bonglais est labellisé EcoVadis aussi. Alors, c'est peut-être des labels, des reconnaissances. On se dit, bah tiens, alors pour certains, on va dire c'est important, c'est pas important. Moi, je trouve que c'est toujours important parce que ça permet une certaine rigueur, des références, de savoir où on est à l'instant T, de se fixer des objectifs nouveaux à atteindre. Ça nous a permis également
intégré une communauté du Coq Vert, qui est donc organisée par le BPI, avec l'ADEME, où là, on a eu des rencontres aussi avec les banquiers, nos partenaires, pour évoquer le futur. Et dans cette période de tension, d'incertitude, effectivement, le fait d'avoir des valeurs humaines, des valeurs auprès de nos salariés, parce que la richesse de l'entreprise, c'est les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise qui la font. Nos dirigeants prennent des décisions, des orientations, des risques. La richesse, sont les salariés qui la créent. Les perspectives dans la situation économique qu'on vivait, effectivement, c'était aussi, on était un peu comme chez toi, Christophe, on a aussi beaucoup observé la concurrence, quels étaient les choix de stratégie opérés par le passé, et quelles étaient les opportunités, hein, clairement. Et en fait, début 2021, on a eu effectivement une approche organisationnelle différente, télétravail, modification un petit peu de la typologie de clientèle, davantage peut-être de particuliers. Et surtout, on s'est dit, mais comment on a quand même observé la concurrence, comment ça se passe pour nos concurrents structurés. Alors, on a constaté très clairement, les sociétés qui avaient su prendre un virage quelques années auparavant ont passé la crise d'une manière relativement sereine. Toutes celles, enfin la plupart qui n'avaient pas pris ce virage-là, eh ben dont une qu'on a rachetée, hein, une entreprise très importante dans le Grand Est de la France, avec 220 salariés aussi, s'est retrouvée dans une situation un peu délicate, parce que peu d'anticipation également. Donc, je suis assez d'accord, en fait, on a essayé de nous transformer aussi ce qui pouvait être un inconvénient, une situation subie par une démarche plutôt de conquête pour transformer tout ça. Ça me fait penser à l'environnement, toute cette démarche-là. On est très engagé environnementalement. Et je me souviens, il y a 20 ans, tout ce qui était une problématique pour une entreprise du bâtiment comme nous, c'est la gestion des déchets. Et aujourd'hui, c'est ce qui porte les valeurs de l'entreprise. La génétique a été complètement modifiée puisque on est certifié ISO 14001 et engagé très fortement sur cette partie-là. Et là, on peut se dire effectivement, dans une situation de difficulté, eh bien, on arrive à trouver des axes de développement supplémentaires. Et surtout, une chose qui est très importante, on parle beaucoup de croissance, voilà, mais surtout, on pérennise les emplois qui sont en place. C'est surtout ça qui est intéressant. Voilà. Vous aviez parlé déjà de valeurs et d'entreprise familiale. Revenons un peu sur l'humain, après chiffres et croissance et acquisition. Mais qu'est-ce que ça vous évoque? Comment est-ce que le fait d'être une entreprise familiale, ça a pu vous permettre d'être soudés, de rebondir? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Je pose le micro, comme ça chacun peut le prendre. Moi, je vais bien intervenir sur ce sujet-là, parce que notre dirigeant, donc Hervé Bonglet, nous a fait parvenir une lettre manuscrite dans nos fiches de paye du mois d'avril, en expliquant la situation, en nous remerciant les collaborateurs, en rassurant sur les perspectives de l'entreprise, et en nous expliquant clairement que l'entreprise familiale allait tout faire pour pouvoir préserver les emplois. Donc, c'est vrai, j'ai plus les termes exacts, hein, mais c'est vrai qu'il écrit le fait que ça prendrait plusieurs années peut-être à se relever, mais on se relèvera avec des opportunités à venir. Et comme je vous dis qu'un an après, on est déjà, on va dire, sur ce développement économique affirmé. C'est très... Je suis un peu comme toi, Bruno. Je suis dans une entreprise familiale. La proximité de nos dirigeants, le fait de les avoir tout le temps au téléphone ou physiquement, et surtout de sentir à chaque fois qu'ils sont à côté, c'est très rassurant. Ça permet aussi un engagement, peut-être au-delà de ce qu'on devrait faire parfois. Mais
Donc oui, pour moi, être dans une entreprise familiale comme Montglais, c'était un atout certain pour pouvoir passer ce cap. Les budgets, il n'y avait pas de budget, c'est-à-dire qu'on me disait, moi, voilà, il faut des masques, il faut la sécurité de nos compagnons. On a acheté les produits en Chine, comme tout le monde, hein, on s'est fait un petit peu avoir sur les délais, parce que les engagements étaient donnés à 15 jours, on attendait nos livraisons, on ne les avait pas, on a dû anticiper, payer à l'avance. Voilà. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu un engagement, voilà, nos limites, j'aurais tendance à dire, par rapport à ça. Peut-être un des traits caractéristiques des entreprises familiales, c'est qu'il y a une communauté d'intérêts entre les collaborateurs, les dirigeants et l'actionnaire, qui est la pérennité. C'est un actionnaire qui n'est pas là pour faire de l'argent et dans 2 ou 3 ans revendre ses parts et s'en aller. Et pour ça, mettre une pression sans fin sur les collaborateurs. Donc il y a déjà cette communauté d'intérêt. Le deuxième volet, j'entendais, 1957, 6, 7, nous 1954, c'est qu'il y a quand même une valeur de l'exemple. Quand il y a eu le grand-père, le père, le fils ou la petite-fille, c'est ancré dans les mémoires. Nous, on dit ça transpire sur les murs. Et donc, cette valeur d'exemplarité est extrêmement, extrêmement forte. Et donc, la communauté d'intérêt plus l'exemplarité. Et ensuite, ce qui fait la force, bien souvent, et nos entreprises familiales en milieu rural, j'insiste aussi, cette notion de proximité. C'est-à-dire que le dirigeant, on sait comment il s'appelle. On s'appelle par son prénom, par nos prénoms. Que quand on va à la boulangerie le samedi matin ou à la boucherie, on le croise. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement fort dans la relation que peut avoir les collaborateurs avec ces dirigeants, notamment plus quand ils sont dans une entreprise familiale. Le challenge après, il est que quand vous êtes une entreprise qui grandit, qui est à l'international, c'est comment vous faites percoler ça dans toute l'organisation. Et c'est un de nos enjeux forts, notamment dans les services RH que je pilote, de faire que, notamment quand on parle des valeurs, eh ben, on ne fait pas que d'en parler, mais on est capable de les expliquer. Et on fait des ateliers. Je sors justement d'un atelier avec l'école de formation du groupe sur ces valeurs-là, parce que c'est l'enjeu majeur, c'est de dire les valeurs qui sont pas celles qui sont écrites sur les murs, celles qui se traduisent dans les comportements quotidiens de l'entreprise, percolent partout et soient adaptées partout dans les pays où on est. Parce que, je peux vous dire, quand vous avez une valeur qui est celle de l'harmonie, très bien comprise en Asie, par contre, essayer d'expliquer ça aux Américains qui sont dans le business model plutôt toujours au bras de fer. Et donc, en fait, ça, c'est un enjeu aussi extrêmement fort, c'est-à-dire, vous avez, ça va plus être un copier-coller, vous avez vos racines extrêmement fortement ancrées à Anteuil ou à Lons-le-Saunier, à Domblanc. Vous avez déployé vos branches à l'international et ça s'assurait que jusqu'à l'extrémité de la plus petite des feuilles soit bien relié à ces racines. Et c'est là un des enjeux les plus importants pour nous. C'est vrai que on s'est déplacé beaucoup, justement expliquer, montrer, parce que c'est l'exemplarité. On le fait un petit peu moins pause, mais on a mis aussi, au travers de la digitalisation, d'autres outils en place pour essayer de faire percoler ça dans le maximum de l'organisation. D'autant plus quand vous êtes, je l'évoquais, très international et que vous venez d'intégrer 1000 collaborateurs pour s'assurer que tout ça, ça fasse corps et que ces valeurs soient bien le minimum du dénominateur commun qui nous unissent. Donc, et comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est dans ces moments un petit peu difficiles où ça tremble un petit peu de tous les côtés que vous voyez si vous êtes dans le vrai ou si vous êtes dans le faux. Et très sincèrement, pour avoir eu le miroir de ce concurrent qu'on a pu racheter, qui avait appartenu à un fonds d'investissement, qui a vu son management changer X fois en quelques années, les collaborateurs ne savaient plus où était le Nord. Et je peux vous dire qu'on a été accueillis, mais à bras ouverts. Et un an après, ça je pense que c'est une des plus belles, des plus beaux témoignages qu'on peut avoir. Ils nous ont fait la surprise, ils sont venus sans nous le dire, notamment les équipes de Munich. Ils étaient frustrés de ne pas avoir la fête de la bière à Munich. Ils sont venus sans nous le dire avec des camionnettes pleines de bière, de saucisses, les tenues traditionnelles. Et un fort témoignage, un petit message, je le salue, il ne m'entendra pas parce qu'il est amique d'Andreas, sur toute la fierté qu'il y a eu de rejoindre le groupe. Quand c'est ça, je ne dis pas que vous en avez l'arme à l'œil, mais vous dites, c'est chouette quand même. Ouais, c'est réussi. Mais c'est réussi, mais comme dit mon copain slovaque et Yvan, je le cite aussi,
la vie est belle, mais il faut se battre tous les jours. Donc tous les jours, il faut mettre son travail sur l'établi. Ben, dans l'entreprise, nous, on n'a pas trop de problèmes. Pour dire que c'est familial, parce que nous, les réunions, elles se passent, on va dire, tout le temps derrière une table avec un petit peu à manger et un petit peu à boire, quoi. Nous, les challenges chez nous, c'est qui a fait la meilleure pâtisserie. C'est pas, voilà, donc voilà, l'entente chez nous, c'est ça. C'est voilà, toutes les réunions se passent derrière un bon repas, c'est tout le temps. Bon, avec les problèmes de régime derrière, mais bon, voilà, ça se passe toujours comme ça et l'équipe est très soudée avec, voilà. Donc on n'a pas de problème là-dessus, ça se passe très bien. Alors, je vais reprendre quelques idées qui ont été évoquées. Pour moi, effectivement, ce qui est vraiment important, ce sont les valeurs de l'entreprise, les valeurs qui sont partagées. Des valeurs, ça s'affiche, mais des valeurs, ça se vit au quotidien, effectivement. Peu importe le discours qu'on pourra avoir, ce qui compte, c'est le comportement du manager. Voilà. Si le manager dit blanc et qu'il fait noir, les équipes penseront noir. Et donc ça, c'est important. Et le fait d'avoir des valeurs qui soient partagées, le fait de partager une vision, c'est ce qui permet effectivement à une entreprise de dépasser des limites qu'elle ne croyait pas possibles. Nous, cette période de crise sanitaire, c'est effectivement, j'ai parlé tout à l'heure d'une suractivité, mais à côté de ça, la vision qu'on avait du développement de l'entreprise sur plusieurs années continuait d'être là. On avait un gros challenge depuis plusieurs années, c'est notamment la digitalisation, qui était quelque chose d'important. Ben, on a continué à travailler effectivement sur la digitalisation. Durant l'année 2020, on était en période de suractivité, mais en même temps, on faisait un très gros investissement industriel pour augmenter de manière très significative notre capacité industrielle. Voilà. Et ce sont des challenges qu'il faut effectivement conjuguer au quotidien, c'est-à-dire gérer l'opérationnel, un opérationnel qu'il faut démultiplier parce qu'on est dans une période spécifique, et en même temps continuer d'investir, continuer de regarder un petit peu plus loin et toujours avoir cette vision sur l'horizon, sur la croissance du groupe et de l'entreprise, et partager tout ça. Et c'est en partageant effectivement cette vision qu'on arrive à faire en sorte que les équipes se surpassent. Pour nous, une des plus grandes récompenses au niveau de la direction, ça a été les retours qu'on a pu avoir de nos salariés, notamment sur la perception des mesures sanitaires qui ont été mises en place. Voilà. C'est-à-dire les salariés, encore aujourd'hui, quand on discute de cette période, les salariés nous disent, quand on venait au travail, on se sentait en sécurité. Voilà. Et ça fait chaud au cœur, hein, parce que quand vous vous êtes creusé la tête pendant des jours et des jours, puis on continue. C'est-à-dire pas parce qu'on a défini des règles sanitaires qu'il faut passer à autre chose. Non, il faut se battre pour qu'elles soient respectées. C'est la première fois que je suis en public sans masque depuis début 2020. Au travail, nous avons le masque, nous avons gardé le masque tout le temps, même l'été. Voilà. Et ça, c'est pas évident, mais c'est ce qui... alors, c'est pas évident parce que l'été, quand il fait 40, vous n'avez pas envie de porter un masque. Mais ça fait partie effectivement des règles qui nous protègent tous et qui font que effectivement, au niveau de l'entreprise, nos collaborateurs se sont sentis en sécurité et n'ont pas trouvé que la direction exagérait quand on mettait tout en place pour produire plus. Voilà. Et donc, les forces, effectivement, je pense que je reprends une idée qui est assez partagée. La force d'une entreprise, ce sont ses valeurs, et ce sont des valeurs partagées et une vision partagée. Et quand on avait échangé avant cette table ronde, Bruno, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était la mise en place de la proposition de plein de mesures sanitaires, mais elle n'était pas obligatoire. En tout cas, il y avait une marge de manœuvre qui était intéressante et qui permettait aussi à chacun de trouver sa place sans se sentir trop contraint. Voilà, il y avait un certain respect de l'humain aussi derrière. Chez nous, effectivement, le respect, c'est un mot qui est important. Chaque collaborateur est important dans l'entreprise. J'avais évoqué tout à l'heure, effectivement, que dans la première partie
de la crise sanitaire, on avait diminué les équipes et les équipes qui restaient, on avait basé ça sur le volontariat. Très souvent, effectivement, quand on est amené à augmenter gérer le volume de travail, on va se baser sur le volontariat. Et très souvent, par exemple, sur les règles sanitaires, on a remis en cause des règles sanitaires basées aussi sur l'écoute de nos salariés. Voilà, je me revois effectivement dans les ateliers à discuter aussi avec des salariés sur telle règle sanitaire ou telle autre règle sanitaire. Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle n'est pas adaptée? Voilà, parce que je dirais, on n'est pas les seuls à détenir la vérité. La vérité est partagée par tous et il faut beaucoup de points de vue. Donc oui, pour nous, c'est vraiment essentiel et chacun est acteur aussi de la sécurité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, la sécurité, ce n'est pas juste le DRH ou le directeur QHSE qui l'incarne, c'est la totalité des collaborateurs de l'entreprise. Et ça, c'est important. On va passer à la troisième partie de la table ronde. On aimerait vous donner la possibilité de poser des questions, d'interagir. Donc, si ça vient, levez la main et on vous passera le micro ou posez la question comme ça directement. Et on propose également cela aux personnes qui se trouvent à distance. Vous pouvez écrire dans le chat ou sinon faire signe et on essaiera d'ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser la question. En attendant que... Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, j'en ai encore plein. Donc, alors, je vais peut-être, le temps qu'il y ait d'autres questions qui émergent, on voulait également parler de solidarité au niveau local entre les entreprises, puisqu'on a 4 organisations de Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être, Christophe, tu veux présenter aussi ton autre activité? À mes heures perdues. Oui, merci. D'ailleurs, c'est par cet angle-là qu'on s'est rencontrés. Au sein d'Elfingen, 2017-2018, déjà avant la crise, commençait à prendre de plein fouet aussi l'industrie 4.0 dans un contexte de raréfaction des compétences. On s'est dit, mais comment on va adresser tous ces sujets? Et on a ravivé notre réseau, réactivé notre réseau local, en se disant, en fait, les problématiques de l'industrie 4.0 et puis qui sont ensuite traduites par aussi les problématiques de la transition énergétique ou puis finalement tous les sujets qui nous touchent tout un chacun au quotidien de l'entreprise. Pourquoi l'adresser tout seul? Et quand on a pris notre bâton de pèlerin, on s'est rendu compte que d'autres entreprises avaient aussi la même démarche en disant soyons plus forts à plusieurs. Certains savent très bien le faire. On parlait de l'Italie, en Lombardie, par exemple, ou en Suisse, ou en Allemagne. Ce n'est pas toujours la force des entreprises françaises. C'est pas toujours la force des entreprises françaises. Et puis, devant entre guillemets, le succès de l'idée, est venue l'idée de dire, tiens, pourquoi pas créer une plateforme digitale qui permet d'interagir beaucoup plus largement qu'on le fait aujourd'hui, ou entre dirigeants lors de réseaux, et que ça percole un peu plus aussi dans nos entreprises. Et à ce moment-là, il est né ce qu'on appelle les territoires d'innovation. Alors, il y en a notamment un important sur la Nord-Franche-Comté autour de la mobilité, de l'hydrogène, et ils nous ont dit c'est exactement ce que l'on voudrait pour pouvoir animer notre territoire. Et on a dit tiens, ça c'est un bon coup de pied aux fesses, on y va. Et donc avec quelques copains, on s'est lancé dans l'aventure et on a créé Odoo. Et donc Odoo, c'est une plateforme digitale qui permet de chercher, de trouver des solutions rapides et simples en faisant appel à sa communauté. Et en ayant aussi notre dirigeant de chez Delfingen, qui est aussi un de mes associés dans cette aventure-là, qui est médecin, disant ceux qui savent, c'est ceux qui pratiquent. Et donc, quand j'ai un problème, à qui je vais demander? Je vais demander à celui qui pratique aussi dans mon environnement. On parlait beaucoup de RSE, notamment, pour beaucoup d'entre nous, c'est tiens, comment je calcule mon bilan carbone? Extrêmement complexe. S'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et qui sait comment faire, ça m'arrange bien. Et de là, voilà, et donc l'entreprise a grandi, cette entreprise Odoo, et sur pas mal de territoires, de pôles de compétitivité, d'écosystèmes, et avec vraiment cette force, c'est de dire la solution vient aussi des territoires. Alors, ça peut pas être paradoxal quand on est une entreprise mondiale. Vous savez, au début, c'est vachement plus excitant d'aller chercher des solutions à Singapour, à Détroit, à Munich. Maintenant, j'ai mon expérience précédente,
Tant pis, monsieur, j'étais expert comptable. Tant pis pour les comptables. Il faut dire que j'avais quand même une connaissance assez fine du territoire. Et en fait, on en a encore, je crois, l'exemple aujourd'hui, c'est que nos territoires regorgent de compétences. Regorgent aussi d'envie de bien faire et de solidarité. Et que on peut se donner des petits coups de main comme ça, dans l'espoir du don contre don. Ça ne se monétise pas. C'est simplement, je te donne un coup de main, tu me donnes un coup de main. Puis peut-être fois, tu ne me donnes pas un coup de main, mais tu auras donné un coup de main à quelqu'un qui va me donner un coup de main. Et ça prend plutôt pas trop mal. On en est extrêmement content, et on en est extrêmement content non pas parce que l'entreprise se développe seulement, mais surtout parce que c'est quelque chose qui nous anime de manière extrêmement forte, la solidarité des entreprises sur les territoires, et d'autant plus dans les moments difficiles. Donc vous, WUDO. DO. .com. Merci. .io. .io. Merci. Est-ce que certaines personnes auraient des questions? Encore. Je peux me permettre une question pour madame qui est à distance avec nous sur l'économie, si j'ai un peu de temps, ou si on a un petit peu de temps. Est-ce que cette crise ne me remet pas en cause, ou comment vous vivez ça? Vous parliez d'incertitude, mais est-ce que ça ne remet pas en cause aussi un certain nombre de nos certitudes sur les modèles économiques? Par rapport, on voit ce qui est appelé des bulles autour des crypto-monnaies. On voit, et j'ai modestement aussi fait des études économiques, et en fait, je me rends compte que est-ce que tout ce qu'on apprend à l'école et ensuite se traduit, est-ce une réalité, ou est-ce que on n'est pas mis un petit peu challengé dans nos certitudes? Alors, c'est une énorme question à la question de la pertinence et de la scientificité de l'économie. Je pourrais en parler des heures, c'est une discipline très particulière. Je pense que la première chose, d'abord, c'est une discipline plurielle, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord entre économistes, et il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais pour des raisons, enfin, je pourrais développer, mais ça serait trop long. La première chose, enfin, moi je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'on ait énormément d'humilité. Parce qu'on est face à une réalité qui est d'une complexité incroyable, première chose, c'est-à-dire que les mécanismes purement économiques, hein, si on appelle économie cette espèce d'ensemble de production, consommation, distribution de richesse, pour faire un peu simple, hein, si c'est ça l'économie, déjà en soi c'est d'une complexité incroyable. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas un monde fermé. Si vous voulez comprendre, on parlait de l'emploi, le chômage, si vous voulez comprendre n'importe quelle réalité économique, vous avez besoin de mobiliser des connaissances qui sont des connaissances historiques, qui sont des connaissances de droit, de la politique, de la sociologie. Donc, ça simplifie pas la vie. Et puis, troisième élément, mais il y en a d'autres, hein, mais si je simplifie beaucoup, troisième élément, c'est vraiment une discipline historique. Et là, ça nous l'a rappelé avec une brutalité incroyable. C'est-à-dire qu'on est face à des réalités qui sont des réalités qui changent. Et nos objets même, si vous prenez la monnaie, vous parliez de la crypto-monnaie, la monnaie au Moyen-Âge, la monnaie aujourd'hui, bien sûr, c'est la monnaie, ça a un certain nombre de fonctions, mais en même temps, c'est des réalités qui n'ont plus rien à voir. Donc tout ça fait que beaucoup de modestie. Il faut vraiment avoir une attitude qui consiste à essayer de regarder au plus près, en étant le plus attentif aux signaux qu'on peut voir. Et alors là, c'est sûr qu'on est dans une période, enfin de toute façon on l'était déjà avant, hein, quand vous avez, par exemple, vous parliez de crypto-monnaie, donc déjà ça nous fait ouvrir les yeux grands parce que c'est une réalité complètement nouvelle. Par exemple, quand vous avez des taux d'intérêt négatifs, vous avez peut-être tous entendu parler de ça, hein, les États s'endettent à des taux d'intérêt négatifs. C'est un truc, mais c'est des tels bouleversements intellectuels pour le comprendre que voilà, il faut être extrêmement modeste. Et cette crise est une leçon supplémentaire de la nécessité pour nous d'être extrêmement modeste, comme pour vous qui êtes dans le monde de l'économie réelle. Je pense que ça vous a aussi appris ça, c'est-à-dire être extrêmement déterminé, extrêmement modeste,
beaucoup d'humains, se dire aussi, et c'est un peu comme pour nous, c'est-à-dire l'intelligence, elle est collective. Hein, je crois que c'est vrai dans tous les domaines en ce moment. On est dans un moment de mutation. C'est pas seulement la crise Covid. On est dans un moment de bouleversement, de mutation, de rupture, de défi, de crise. J'ai un peu l'habitude de dire ça, mais je crois que chaque époque se vit toujours comme historique. Mais alors, la nôtre, franchement, comment on peut imaginer qu'elle ne l'est pas, hein? Comment on peut imaginer qu'elle ne l'est pas quand on est face à la révolution quand même qu'il va falloir faire de la transition écologique, vous en avez parlé les uns les autres, quand on est en plein dans une révolution du numérique, de l'intelligence artificielle qui percute tout, hein, nos modes de vie, le travail, l'emploi, tout est percuté par ça, la communication, les médias, tout est percuté par ça. Des bouleversements géopolitiques quand même, hein, qui sont encore les conséquences de la mondialisation, qui a aussi des aspects positifs dans l'émergence d'un certain nombre de pays, et donc, bah oui, l'Occident perd sa centralité. Voilà, plus des révolutions anthropologiques. C'est venu dans la discussion à plusieurs moments comme ça à bas bruit, mais cette crise, elle a amplifié une mutation qui était déjà là. On a tous les uns les autres, les structures familiales ont changé, la façon dont l'individu est dans le monde a changé. On voit bien dans les jeunes générations, bien sûr, alors ça dépend des régions et ça dépend des jeunes, mais enfin, il y a quand même chez la jeunesse en ce moment une quête de sens, hein, d'avoir envie de s'inscrire quand même dans quelque chose qui est signifiant. Et ça va avoir beaucoup de conséquences, vous qui êtes RH, ça a déjà et ça va avoir beaucoup de conséquences sur l'emploi. Hein, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer, ce qui veut dire aussi qu'il faut que les entreprises, alors c'est pas dans des entreprises familiales comme les vôtres que ça se pose, comme ça a été très très bien illustré, mais dans des grandes entreprises, il y a vraiment un effort à faire de réassociation de tout le monde dans le, le management de l'entreprise. Il faut aller chercher tout le monde. Ça exclut pas des rapports de force, de partage à l'intérieur de l'entreprise, mais je crois quand même qu'on a besoin d'aller chercher tout ça. Hein, donc on est dans ce moment absolument... et la crise a été un révélateur de tout ça. En fait, cette crise, ça a été aussi une amplification. Donc ça nous a rendu d'une certaine manière, plus forts parce que plus lucides, mais à des mutations qui étaient des mutations déjà en germe. Hein, et c'est à ça que, d'une certaine manière, ça nous a obligés d'accélérer le mouvement, par exemple sur le télétravail. Hein, c'est clair. Voilà, tout le monde s'y est mis. Alors là, il y a par moment une espèce d'effet un peu de frein, mais ça va s'amplifier. On voit bien que tout ça va s'amplifier. Donc oui, ça a profondément bouleversé les choses sur le regard, je crois, des économistes, mais tous les économistes, à mon avis, un peu dans une attitude de modestie, savent que de toute façon, chaque moment de l'histoire remet en cause toutes les certitudes qu'on peut avoir. Hein. Mais c'est clair, pour répondre, répondre de manière plus synthétique à votre question, c'est clair que cet épisode, oui, change le regard qu'on a sur la situation économique et sur les enjeux économiques. Et sur nos forces, et nos faiblesses en France hein, aussi, et en Europe, parce qu'il ne faut pas avoir un discours uniquement anxiogène. Je crois que vous l'avez eu au niveau microéconomique, mais il faut l'avoir au niveau macroéconomique. Il ne faut jamais oublier, en dépit de tous les discours déclinistes, qu'on est la 7e puissance économique mondiale. C'est incroyable quand on est 66 millions d'habitants. Enfin, je veux dire, c'est juste sidérant. C'est sidérant que ce tout petit pays qu'est la France, on est en termes de nombre d'habitants un tout petit pays, bah, on est la 6e puissance et on a des tas de forces, on a des faiblesses, mais on a aussi des tas de forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour traiter les grands enjeux du moment qui sont une crise politique majeure. Ça, je crois qu'il ne faut pas, au sens très très fort du terme, et très
un défi climatique environnemental, et puis un défi autour de la répartition, la justice sociale, les inégalités, le pouvoir d'achat. Ça, je pense qu'il y a la cohésion globale du pays. Là, il y a vraiment quelque chose, et ça se joue aussi au cœur des entreprises, dans la répartition à l'intérieur des entreprises, même si ça concerne moins les PME et les TPE et les ETI. C'est plutôt dans les très grandes entreprises que ça se joue, mais c'est un défi qu'on a face à nous et face auquel on a quand même pas mal de force. Isabelle, si vous pouviez résumer pour vous la crise en un seul mot, mais vraiment un seul mot, qu'est-ce que ce serait? On fera un tour de table ainsi pour clôturer la table, si ça vous va. Mais pour vous, ce serait quoi le synonyme? Ou un mot, quelque chose qui vous vient, ce que vous avez pu en retirer également? Ouais. Le mot qui, pour moi, résume tout ça, c'est le mot essentiel. Il y a quelque chose d'essentiel, de fondamental qui s'est passé et qui nous ramène à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a, enfin, je crois, hein, personne n'est sorti indemne de la crise. On l'a plus ou moins bien vécu. En tant qu'universitaire, il y avait quelque chose de, bon, c'était terrible parce qu'on n'a pas parlé de la situation des étudiants. Ça a été un tout petit peu dit, hein, mais la situation des étudiants a été terrible dans cette crise, en termes d'isolement notamment, hein. C'est vraiment la jeune génération est vraiment celle qui doit être l'objet de toutes nos attentions aujourd'hui, je crois. Donc voilà, ça a été compliqué parce que la situation des étudiants était très compliquée, donc c'était difficile à vivre. Mais bon, moi, je bosse chez moi, j'étais face à des événements absolument fascinants à regarder, donc voilà, je sortais plutôt indemne. Mais il y a des gens pour qui ça a été d'une difficulté extrême, mais vraiment extrême. Mais tous, ça nous a, je crois, ramener à quelque chose de qu'est-ce qui est l'essentiel. Essentiel. Voilà, Ok. qu'est-ce qui est On l'essentiel? retiendra Effectivement, l'essentiel. l'essentiel, ça a été ce qui a été dit sur l'humain, sur le sens, sur le fait de s'inscrire dans le monde. Bon, et puis évidemment, les proches, la santé. Donc pour moi, c'est ça. C'est c'est comme si on s'était remis face à où est l'essentiel. C'est comme ça que je résumerais. Très bien. Merci, on va garder ça comme mot de la fin, ou on peut faire un rapide, mais vraiment tour de table. Un mot. Ah, il est 18h? Oui. Ah, très bien. Rapide alors. Oui. Deux mots. Beau challenge pour ces questions. Il est 18h, après on a un verre, donc qui va avoir envie de répondre, mais vraiment en une phrase, est-ce que vous vous sentez capable? Quelqu'un aurait envie de parler? Chez Bonglais, personnellement, je pense qu'effectivement, ce qu'on a vécu, c'était nouveau. Il a fallu trouver des réponses à des questions qu'on ne s'était jamais posées. En un mot, l'engagement personnel de chaque salarié a fait que l'entreprise a passé ce cap. Donc, concrètement, ce que les gens attendent, c'est que leur emploi soit pérennisé et d'avoir des projets pour leur famille, pour continuer de vivre correctement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher euh, plein d'analyses intellectuelles. Je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est vivre bien et en bonne santé. Alors, chez V33, pour moi, effectivement, la crise sanitaire a montré surtout, effectivement, que pour moi c'était un catalyseur. C'était vraiment un catalyseur qui a mis en avant gérer toutes les ressources de l'entreprise. Donc, je dirais
Et ce que je disais tout à l'heure, le retour qu'on a de nos salariés aujourd'hui est plutôt positif. C'est-à-dire, on se sentait en sécurité quand on venait travailler. On a eu la chance d'être dans une entreprise qui a vu son activité décuplée du fait de la crise sanitaire. L'entreprise, effectivement, a su également remercier ses collaborateurs. Et ça, aujourd'hui, effectivement, moi, je suis d'accord sur l'analyse. La crise a bougé beaucoup de choses. Ça a vraiment touché chaque personne individuellement dans son fonctionnement. Moi, j'observe en tant que DRH aussi une évolution des mentalités et dans le rapport vie privée-travail. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose dans l'essence même du rapport au travail. Beaucoup de gens ont replacé le curseur et se sont dit finalement le travail, c'est pour financer ma vie privée. Voilà. Et c'était déjà une tendance qui existait, c'est une tendance qui a, je dirais, qui a vraiment pris naissance dans les années 2000, qui s'est vraiment accentuée avec la crise sanitaire. Et aujourd'hui, les entreprises doivent en tenir compte. Et c'est ça aujourd'hui, une mutation accélérée, je pense, des mentalités, puisque voilà, je pense que la vraie vérité, c'est que chacun a été touché par cette crise qui nous a tous ébranlés dans nos pensées, dans ce qu'on croyait vrai. Et ça, aujourd'hui, ça va laisser des traces. Il faut s'adapter. Et après, je ne pense pas. Alors, pour nos sociétés, je pense on a plutôt la chance d'avoir des sociétés qui ont bien passé la crise. Donc, je ne pense pas que ça a apporté des choses négatives. C'est une réflexion que j'ai dû avoir il y a 6-8 mois. On m'a posé la question, qu'est-ce que la crise sanitaire vous a apporté de bien? Ma première réaction, dire, mais comment la crise sanitaire a apporté des choses de bien? Et finalement, je me suis rendu compte que ça a apporté beaucoup de choses positives au niveau de l'entreprise, parce que ça a vraiment soudé les équipes, ça a fédéré et ça a amené vers un objectif, ça nous a amené à nous surpasser. Après, effectivement, la crise sanitaire est aussi... c'est quand même une crise sanitaire. Il y a des gens qui sont, voilà, qui en ont souffert. Aussi des collaborateurs qui en ont souffert. Donc ça, il faut en prendre conscience aussi. Et moi, c'est ce qui nous amène à rappeler régulièrement à nos collaborateurs, ces règles sanitaires, le respect et la nécessité. Mais aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai l'intime conviction que c'est une crise qui sera suivie malheureusement aussi d'autres épisodes, pas forcément des crises sanitaires. Malheureusement, on a aussi le climat aujourd'hui on a de plus en plus d'incidents climatiques. On arrive sur une période qui sera sur laquelle il va falloir de plus en plus s'adapter régulièrement et savoir se remettre en question. Et s'il y avait un mot, juste, mais vraiment, on fait en un mot chacun, on avait l'essentiel. Ce serait quoi pour toi, Bruno, le mot lié à la crise ou que tu retiens? Dur comme ça, en un mot. L'esprit de famille, l'esprit d'équipe. Esprit de famille, esprit d'équipe. Merci. Louis, pour terminer aussi, le mot que tu retiens. Peut-être espoir, parce que malgré les peurs qu'on a eues au début, malgré tout ça, en fin de compte, on s'en est sorti, pas trop mal. Donc, et ce qui va nous arriver encore sûrement dessus, je pense qu'avec l'espoir, on y arrive toujours. L'espoir. Je viens de me faire sécher là. Alors moi, c'est pas l'espoir, c'est l'espérance. Parce que c'est ce qui nous reste quand l'espoir a disparu. Et qui fait qu'à la fin, il y a la lumière au bout du chemin. Voilà. Mais au sens philosophique, pas religieux. Oui, moi je dirais positivité. Voilà. Oui, positivité. Vous pouvez également penser aux mots pour vous, si vous voulez. Et puis, je vous propose qu'on termine cette table ronde comme ça. Ceux qui sont à distance, merci beaucoup d'avoir été présents. Ceux qui sont ici au campus numérique également, l'équipe du campus numérique, Orange, et puis bien entendu nos 5 intervenants, Isabelle à distance, et puis les quatre entreprises ici. Merci à tous. Si vous étiez ici avec nous, vous pourriez prendre un verre, mais malheureusement, ce sera que pour ceux qui sont ici.
mais on pensera à vous. Au revoir. Merci beaucoup et puis à bientôt.